Bienvenue à cette soirée relation. Je vois que malgré la campagne électorale, l'hiver qui n'en finit plus, vous êtes des fidèles ici aujourd'hui. Je vous en remercie parce que je pense que vous aurez l'occasion d'assister à 3 présentations qui vont être intéressantes pour ce que j'ai pu déjà entrevoir. Sur une thématique que, disons, comme toujours, j'essaie d'expliquer pourquoi nous avons choisi cette thématique. Comme vous savez, les thématiques sur les relations peuvent changer beaucoup, aller d'un domaine à un autre, toujours dans la question sociale, économique, dans une visée de justice sociale. Et faire une soirée sur le futur énergétique du Québec, pour nous, en quelque part, répondait à un fait, surtout à la tenue de la consultation de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec qui a eu lieu en 2013 et qui, on peut dire que les rapports ont été rendus publics ou ont été filtrés publiquement le mois de février dernier et maintenant est accessible et tout le monde peut le lire. Je pense que la question de l'énergie fait partie du paysage politico-social et économique du Québec depuis longtemps. Quand on pense déjà au projet, à la réalisation de la nationalisation électrique sur René Lévesque à la fin des années 50, en profitant déjà de l'existence d'Hydro-Québec. Et on a vu aussi tout le rôle que cette entreprise a joué dans le développement économique du Québec. Je pense aussi qu'il y a des faits majeurs qui se sont produits dernièrement. Quand je dis dernièrement, on pourrait dire les dernières 10-15 années, de ce que certains appellent peut-être, je dirais avec pas mal de raisons, un certain détournement de la raison d'être ou la mission d'Hydro-Québec en tant qu'entreprise publique, c'est celle de rendre un service public comme tel et non pas autant d'être une entreprise qui est vouée à maximiser les profits. Non? C'est un sujet qui va être sûrement, sinon traité à fond, au moins effleuré dans la soirée aujourd'hui. Avant de passer à vous préciser les 3 axes sur lesquels cette soirée a été organisée, comme vous savez toujours, on essaie d'avoir 3 visions qui touchent la thématique des angles différents. Il faut quand même, je pense, faire état du fait que le travail fait par la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec a été un travail, je pense, on peut dire, très bien fait, un travail sérieux. On verra s'il y a une suite. Pour le moment, il ne semble-t-il pas que ça donne un résultat immédiat, mais qui n'a pas épargné ou n'a pas refusé de traiter même des sujets centraux importants, que ce soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre, revoir les stratégies d'approvisionnement en électricité, parler de la maîtrise de la production d'énergie, mais autant en ce qui concerne l'aménagement du territoire, les bâtiments, les transports, la productivité énergétique en elle-même, les financements de cette maîtrise de l'énergie, l'approvisionnement en énergie, la question des gaz, l'énergie renouvelable, pétrole, hydrocarbures, fossiles, électricité, et tout ça parachevé d'une certaine politique de gouvernance de cette filière électrique au Québec. Il y a des rapports, il y a un résumé des rapports que vous pourrez lire, et je ne vous ferai pas plus de résumé ici, mais ce qui sera question ce soir ici dans cette soirée, ce n'est pas l'analyse du rapport, mais nous avons essayé d'apporter, sinon des réponses, au moins des éléments qui nous permettent de construire une certaine réponse sur 3 questions qui nous apparaissent comme incontournables. Une première, c'est concernant cette question qui a fait un peu les manchettes des dernières semaines, pour des gens qui sont manifestés pour, des gens qui se sont manifestés contre, en ce qui concerne les gisements pétroliers québécois, surtout ceux du golfe Saint-Laurent. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut aller de l'avant? Est-ce qu'on est conscient de tous les risques environnementaux et même à d'autres niveaux sociaux que ça pourrait représenter dans une situation écologique si sensible comme le golfe Saint-Laurent? Une deuxième question, est-ce que pour augmenter les économies d'énergie,
Au-delà de mesures très précises, économie domestique de cette énergie, il ne s'agit pas de penser ou repenser tout ce qui est l'aménagement du territoire et surtout remettre en cause un certain développement d'étalement urbain qui, en quelque part, est profondément énergivore. Il y a une troisième question qui va être la première traitée ce soir, c'est le surplus d'énergie actuel. Est-ce qu'il doit servir au développement industriel ou au virage vert de transport? Quoi faire avec ces surplus d'énergie? Je vais vous présenter au fur et à mesure les trois panélistes. Le premier qui va intervenir, c'est François l'Italien. Il est sociologue de formation et actuellement surtout chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et c'est lui qui va en quelque part d'abord nous mettre en situation la question énergétique du Québec dans le contexte économique et écologique actuel et pour ensuite répondre à la question que faire de nos surplus d'électricité. Alors, les prochaines 20 minutes, c'est à toi, François. Merci beaucoup. Je vais prendre le micro comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ce n'est pas une grande salle de toute façon. Je voudrais d'abord remercier le Centre Justice et Foi d'avoir organisé cette conférence-là, cette table ronde-là sur un sujet tout à fait d'actualité. La question d'énergie, c'est d'actualité dans un double sens, d'actualité ici au Québec parce que dans la campagne électorale, il y a une série de décisions qui ont été prises au courant des 2 dernières années. En fait, on pourrait faire remonter ça à beaucoup plus longtemps, mais au courant du dernier mandat du gouvernement qui ont affecté directement la question des choix énergétiques. Et c'est d'actualité sur un sens plus large. Je vais y revenir, c'est d'actualité parce que ça touche directement l'avenir des sociétés humaines sur Terre, rien de moins. Et donc, je voudrais remercier le Centre Justice et Foi de nous inviter pour traiter de ça. Et je voudrais aussi le féliciter parce que le Centre Justice et Foi est une des seules institutions publiques, on va appeler ça comme ça, à prendre de front l'objet, les conclusions d'un rapport qui a été déposé récemment, qui s'intitulait « Maîtriser notre avenir énergétique », un rapport qui était dans la foulée de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. On a d'ailleurs la chance ici d'avoir ce soir un des co-présidents de cette commission-là. Et il y a quelque chose d'un peu assourdissant dans le silence qui a accompagné la publication de ce rapport-là. Et je pense que des séances comme ce soir font partie de la pédagogie sociale et politique nécessaire pour discuter du diagnostic, mais aussi des propositions à venir face à cette question essentielle-là, quel avenir, quel futur énergétique allons-nous nous donner au Québec? Alors, ma présentation, je vais essayer de faire ça dans les temps. Va se diviser en gros en 3. Je vais d'abord, comme le dit Agousti, mettre un peu la table, remettre en contexte sur le plan économique et écologique la question d'énergie. Hein, pourquoi est-ce que cette question-là aujourd'hui nous interpelle? Pourquoi est-ce qu'on en a fait une question de société et qu'elle va être appelée, à mesure qu'on va avancer au 21e siècle, à prendre de plus en plus de place au centre des débats? Je vais ensuite entrer dans le vif de la question des surplus. En m'interrogeant d'abord sur l'origine des surplus. Pourquoi au Québec on a eu autant de surplus énergétiques au cours des dernières années? Il y a des décisions, il y a des modèles d'affaires qui ont été déployés. Souvent, on a tendance à penser que c'est le marché qui fait à peu près tout, mais derrière la main visible du marché, il y a des mains visibles qui, elles, d'une certaine façon, poursuivent des intérêts, poursuivent leurs intérêts, c'est légitime en soi, mais ça nous amène souvent à des choix déchirants au sein de la société qu'on doit faire suite à ces décisions-là. Et je terminerai sur une réflexion sur quelle gestion, quelle politique de gestion devrions-nous avoir, devrions-nous doter pour pouvoir gérer ces surplus-là actuellement, étant donné qu'on est l'une des rares sociétés du monde entier qui disposons actuellement des surplus énergétiques d'origine renouvelable. Hein, aux États-Unis, il y a beaucoup de surplus énergétiques de gaz de schiste, mais ce ne sont pas nécessairement des surplus énergétiques qui ont une dignité environnementale et écologique. Au Québec, on a une position particulièrement avantageuse pour envisager le 21e siècle dans un sens qui va dans la poursuite de l'intérêt général. Donc, premier aspect de la question, mettre la table un peu. Bon, la question du futur énergétique, je l'ai dit, c'est pas une question qui se pose comme ça, qui descend Deus ex machina du ciel vers la terre. C'est quelque chose qui est au cœur de la société contemporaine. Pourquoi? Parce que notre société, son modèle de développement
Hein, son économie, sa politique, ses choix de société connaissent actuellement deux grandes crises. D'abord, une crise écologique, et j'apprendrai rien ici à personne, une crise écologique qui est absolument incontournable, qui exerce une contrainte globale sur l'ensemble des activités humaines actuellement et pour le futur. Le rapport du groupe international d'études sur l'évolution du climat à l'automne dernier y est allé encore d'une mise en garde encore plus sévère à l'égard des politiques internationales de réduction des gaz à effet de serre. Les scénarios les plus conservateurs s'avèrent finalement être en deçà de ce qui était prévu à l'origine. Bon, pour vous donner une idée, si on ne veut pas faire réchauffer la planète à température moyenne de surface de plus de 3 degrés, il va nous falloir d'ici 2050 diminuer de 50 à 85% les gaz à effet de serre sur la planète, ce qui signifie des diminutions draconiennes au niveau de la consommation des carburants fossiles et en particulier évidemment du pétrole et des gaz qui viennent notamment du schiste. Le GIEC a établi sur un certain nombre d'hypothèses. Selon l'hypothèse la plus plausible sans être la moins catastrophiste, pardon, 2016 serait en gros l'année à partir de laquelle cet infléchissement de la quantité d'émissions à gaz à effet de serre dans l'atmosphère devrait commencer. En 2016 devrait être l'année de l'apogée de la quantité absolue et non pas relative de gaz à effet de serre qui serait émise dans la stratosphère, dans l'atmosphère et la stratosphère, pour éviter que se produise le pire. Et le pire, le rapport le documente d'une façon très méticuleuse et j'ai envie de dire prudente, puisque ça regroupe quand même des scientifiques d'un peu partout. On est très prudent, mais ce qu'on évoque comme conséquence directe sur l'écoumène planétaire fait froid dans le dos. Donc, c'est une crise écologique majeure qui est implacable, incontournable. Il reste encore des climato-sceptiques. On pourrait quasiment les appeler les négationnistes. Bon, mais ils tentent de plus en plus à être mis de côté et être associés, j'ai envie de dire, à des dogmatiques. On va en parler de moins en moins de ceux-là. La question, c'est comment va se faire la transition. Il y a une riposte, d'une certaine façon, qui est en train de se mettre en place. Les États ont des rapports exécutifs qui leur proviennent du GIEC bien avant qu'ils soient rendus publics, que le rapport du GIEC soit rendu public, et ils voient bien l'ampleur des dégâts, aussi bien sur le plan économique qu'humain, qui seraient associés à un laisser-faire quant au dérèglement climatique. Donc, ils voient très bien l'ampleur de la tâche qui les attend comme gouvernement et l'ampleur de la responsabilité historique qu'ils ont à affronter s'ils ne font rien. Donc, il y a j'ai envie de dire, il y a un mouvement qui est en train de s'amorcer, une sorte de constellation d'initiatives, de programmes, de mesures que d'aucuns nomment la transition énergétique et qui désigne en gros deux choses. La transition énergétique, c'est d'une part avoir des systèmes énergétiques qui soient basés sur des énergies renouvelables faiblement intensives en carbone. Donc là, à peu près tout le monde s'entend là-dessus, qu'on doit miser sur des énergies renouvelables. On a perdu beaucoup de temps avant de les mettre de l'avant, ces énergies-là. On a probablement perdu plus de 20 ans en Amérique du Nord. Déjà en Europe, la transition est quand même assez bien entamée selon les pays. Et deuxième aspect de la transition énergétique, c'est évidemment la sobriété énergétique, qui est diversement nommée. Des fois, on parle d'efficacité énergétique, efficience énergétique. Sobriété énergétique, en fait, qu'est-ce que c'est? On doit viser, et puis ça, c'est un absolu qui va s'imposer de plus en plus à l'économie de marché, c'est qu'on va devoir viser la diminution absolue de la consommation de matières premières et de ressources. C'est un a priori de n'importe quelle politique énergétique et économique pour le 21e siècle. Cette transition-là, comme je l'ai dit, est très bien entamée en Europe, selon les traditions nationales. Au Québec, il y a déjà eu le rapport de 96, un rapport qui était dans la foulée des États généraux sur l'énergie. Et je pense que la commission sur l'avenir, sur les enjeux énergétiques et le rapport qui a été déposé, qui a filtré il y a un mois, est une pierre importante dans l'élaboration d'une stratégie de transition énergétique au Québec. Deuxième crise que vit notre modèle de développement, la crise financière de 2008 qui a impacté directement les gouvernements. Alors, en impactant les gouvernements sur le plan financier, les États ont aujourd'hui une contrainte qu'ils ont eux-mêmes
généré, c'est-à-dire ils ont laissé libre cours au marché pendant plusieurs années, ils ont déréglementé les marchés, et aujourd'hui, paf, ça leur retourne dans la gueule, ils ont des problèmes d'endettement, ce qui muselle l'investissement, la capacité des États à faire des investissements publics structurants à l'égard, justement, des technologies vertes et des systèmes énergétiques renouvelables. Hein, les États ne pourront pas, à court terme, du moins, être des leaders ou l'avant-poste dans la transition énergétique. Donc, ils sont littéralement anesthésiés dans leur capacité de structurer l'économie pour plusieurs raisons, et la principale est celle-là, la crise notamment des dettes. Ça a aussi pour effet que les États, comme ils vivent une période de croissance anémique suite à la crise de 2008, ça a pour effet de créer un état d'incertitude et d'instabilité économique permanent qui empêche que l'on considère d'autres choses que la mobilisation économique permanente de la société. Hein, on doit être au service des multinationales qui viennent nous proposer des emplois. Le dernier cas de figure au Québec est absolument savoureux. C'est quand Alcoa voulait négocier, en fait, fait d'une certaine façon du chantage pour pouvoir maintenir ces 3 alumineries au Québec, pour pouvoir avoir un tarif énergétique avantageux en deçà du tarif L. Sinon, ils pliaient bagages pour aller ailleurs. Dans un contexte de concurrence globale généralisée pour des stratégies d'approvisionnement énergétique à bas prix, les États sont contraints d'aller faire une course vers le fond pour attirer des capitaux étrangers. Les organisations financières, elles, par ailleurs, et c'est symétrique au fait que l'État vit un état d'abouli, les organisations financières se sont repositionnées depuis 2008. Ils se sont repositionnés comment? Bien, plutôt que de se lancer dans la spéculation tout azimut, hein, que menait la crise, on se repositionne dans des actifs tangibles, des actifs tangibles stratégiques. Il fallait entendre Michael Sabia, le président de la Caisse de dépôt de placement, faire, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'institution, dire que maintenant, la Caisse de dépôt allait investir justement dans des actifs très éloignés de la spéculation des marchés. Alors, la première chose que la Caisse de dépôt a fait, c'est d'investir 3,5 milliards dans Enbridge et les sables bitumineux dans l'Ouest canadien. À l'IREC, d'ailleurs, on a produit une note de recherche sur cette question-là qui montrait justement que la Caisse de dépôt, plutôt que de jouer un rôle moteur, un rôle essentiel, crucial, stratégique dans la transition énergétique, préférait justement soutenir le modèle de développement des sables bitumineux de l'Ouest canadien. Par ailleurs, les grandes multinationales comme Enbridge ou EDF, des grandes multinationales de l'énergie, se positionnent déjà dans les systèmes énergétiques renouvelables. Je prends un exemple parmi 1000 qu'on connaît bien ici. Le plus grand parc éolien de l'Est du Canada, qui est dans la vallée de la Matapédia, est une copropriété d'Enbridge et d'EDF. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une sortie en règle de Daniel Breton, qui dénonçait justement le fait que la propriété de ce parc éolien-là n'était pas une propriété québécoise. Et donc, la structuration de la filière énergétique renouvelable se fait sur les termes mêmes des modèles d'affaires des grandes multinationales. Donc, vous voyez, il y a un double lien ici. Les États perdent une capacité de structuration par le peu d'investissement, ne jouent pas un rôle de structuration du secteur, et les grandes entreprises, elles, structurent cette filière-là, mais selon leur modalité propre. Deuxième aspect, revenir au surplus. Augusti, tu me le dis. Hein, les surplus énergétiques. Comment c'est faire que Alcoa, précisément, ait commencé à négocier sur la place publique, parce que c'était bel et bien ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous menaçons de plier bagages si le gouvernement du Québec ne nous octroie pas un tarif énergétique qui soit avantageux. Et ce qui a fait en sorte, puis on peut bien comprendre, si on était à leur place, on aurait peut-être fait la même chose. La mairie de Bécomo, la MRC de Manicouagan, les gens de Deschambault, les gens de Bécancour ont décidé de faire front commun avec la multinationale. En fait, ils ont appelé à une concertation de gouvernement et la multinationale. Mais c'est bien évident que la pression était du côté du gouvernement pour pouvoir accepter les termes de l'entente, sans quoi la multinationale aurait mis la clé dans la porte. Donc, la question des surplus énergétiques est devenue une nouvelle clé pour comprendre les stratégies qui ont été déployées ces dernières années vis-à-vis du secteur énergétique au Québec, et qui peut aussi expliquer pourquoi le virage énergétique vert, pourquoi la transition énergétique ne s'est pas entamée dès 1996, hein, dès le dépôt du rapport des États généraux sur l'énergie,
que Jacques Parizeau avait convoqué en 1994. Il y a eu un rapport très intéressant qui est basé notamment sur des mesures d'efficacité énergétique qu'on pourrait prendre dès la fin des années 90. On a perdu quand même 20 ans avant de mettre de l'avant ces mesures-là. Donc, il y a le fait qu'on n'ait pas ouvert ces portes-là, qu'on n'ait pas mis en place des mesures vers la transition énergétique, et le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des surplus énergétiques, ça parle de la même histoire. Alors, il y a deux grandes causes, il y en a plusieurs causes, mais il y a deux causes qui m'apparaissent particulièrement importantes à retenir. La première, Augustine a fait mention, c'est le fait qu'Hydro-Québec, à partir du lendemain du référendum de 1995, a commencé à changer de mission. A changé de mission parce qu'à sa tête a été nommé André Caillé. Et André Caillé a amené avec lui une philosophie, une façon de faire de la business qui inversait le mandat originel d'Hydro-Québec. Donc, Québec, dans sa loi constituante de 62, en fait de 44, mais de 62, l'objectif central d'Hydro-Québec, c'est d'une part de procurer un service public aux Québécois en matière d'approvisionnement énergétique, ménage, industrie, commerce, institutions, et d'autre part, de servir de levier, de pilier pour le développement économique endogène du Québec, pour pouvoir développer l'économie du Québec puis la société québécoise de l'intérieur, d'obéir au grand consensus qui se développe au sein du Québec pour pouvoir faire face aux enjeux qui se pointent face à notre société. En 1996, il y a un basculement et Hydro-Québec devient non plus le navire amiral de la structuration interne de l'économie québécoise, parce que qui contrôle les structures d'alimentation et d'approvisionnement énergétique contrôle un gros morceau de la façon dont l'économie est structurée. On va plutôt faire d'Hydro-Québec le navire amiral de l'intégration du Québec dans le marché nord-américain de l'énergie. Et dans le marché nord-américain de l'énergie, à ce moment-là, on commence de plus en plus à parler de diversification de portefeuille, de stratégie de courtage et de développement d'approvisionnement gazier. Ça commence déjà fin 90, début 2000. On parle déjà clairement que le gaz de schiste va devenir la nouvelle source d'énergie qui, après le pétrole conventionnel, est la plus a un retour sur l'investissement au niveau énergétique qui est avantageux. Et ça, bien avant les sables bitumineux. Donc, Hydro-Québec va se lancer, d'une part, dans une stratégie d'intégration au marché nord-américain. On va dire, il y a l'achat de gaz métro, qui fait que Hydro-Québec devient propriétaire du plus grand système de desserte de gaz naturel au Québec. Et ça va justement paver la voie à une stratégie d'expansion au niveau du gaz. Il y a le projet, rappelez-vous, de Rabaska à Lévis, où on veut faire un port méthanier pour pouvoir faire sortir le gaz, parce qu'on se dit déjà qu'on va pouvoir exporter le gaz qui va être produit ici. Évidemment, un jour, on va dire le port, il va pouvoir faire importer le gaz qu'on va tirer de la Russie, mais peu importe, on veut intégrer le Québec et on veut surtout le déposséder. C'est pas nécessairement dit comme ça, c'est pas nécessairement une volonté affirmée comme ça, mais on veut déposséder le Québec d'une capacité de structuration interne de son économie. On va se lancer dans une stratégie de courtage. Hydro-Québec va commencer dès le début des années 2000 à acheter de l'énergie chez ses voisins du nord-est américain à des périodes de pointe hors pointe, c'est-à-dire le moment où justement il n'y a pas beaucoup de demande pour l'énergie. On va acheter à faible coût cette énergie-là et on va le revendre à des heures de pointe au même marché à un coût supérieur. Donc, Hydro-Québec, clairement, se lance dans une stratégie d'accumulation économique, veut faire du profit et devient d'une certaine façon, à la faveur de finances publiques qui deviennent de plus en plus exsangues, est en train de devenir un foyer, une source de profit pour le gouvernement du Québec qui va écraser le citron de plus en plus. Bon, on pourra en revenir un peu plus tard parce que cette possibilité-là qu'a Hydro-Québec de faire des profits au-delà de sa capacité à réinvestir d'une façon normale dans ses infrastructures datait déjà des années 80, mais je reviendrai là-dessus. Deuxième cause qui fait qu'il y a des surplus énergétiques, on le sait, les gaz de schiste aux États-Unis. Là, ça a été vraiment le Far West. On a décidé de libéraliser sur le plan environnemental et économique et financier les conditions qui permettaient la fracturation à grande échelle.
Ce qui fait que dans un relatif court laps de temps, l'Amérique du Nord, et en particulier le nord-est américain, puisque les formations rocheuses qui ont été fracturées sont principalement situées dans le nord-est, en fait les premières, toute la région du nord-est américain s'est retrouvée rapidement en surplus énergétique. Ce que Hydro-Québec, disait-on, n'avait pas vu venir. Et tous les projets qui avaient été mis en place, qui avaient été déjà initiés en 2006 avec la stratégie énergétique que le gouvernement Charest avait mis sur pied, en gros la Romaine, puis les contrats d'approvisionnement, de développement des parcs éoliens de 4000 mégawatts, pardon, tous ces projets-là n'ont pas été suspendus. Lorsqu'on a vu en 2008 que les gaz de schiste procuraient des surplus énergétiques terribles, on n'a pas suspendu ces projets-là, on a décidé d'y aller de l'avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec des surplus énergétiques qui sont quand même assez incroyables. On est en gros autour de 30 TWh de surplus énergétique. C'est une tendance qui ne semble pas vouloir s'atténuer, puisque la demande énergétique pour le marché, aussi bien québécois que nord-est américain, est dans une relative stagnation. Et que les réserves de schiste, de gaz de schiste, ne semblent pas vouloir diminuer. Donc, même le prix du gaz et pas le prix de l'énergie n'est pas avantageux pour l'exportation. Donc, on est confronté à un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ces maudits surplus-là? Je dirais juste deux choses. La première, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qui m'apparaît être essentiel à ne pas faire, c'est de renforcer la spirale extractiviste. Qu'est-ce que c'est la spirale extractiviste? C'est l'idée selon laquelle on considérait l'énergie au Québec comme une commodité qui pourrait, de la même manière qu'un 2x4 ou un minerai de fer, être exportée sans aller chercher le maximum de valeur ajoutée ou de cet actif-là, la capacité de structurer des filières énergétiques renouvelables au Québec. Hein? Ici, comme il y a dans le cas d'Alcoa, de donner à rabais à des grandes multinationales des lingots d'électricité dans le fond. Parce que c'est ce qu'on fait, notre électricité qui a été payée par les Québécois, hein, en termes d'infrastructure, des mobilisations, se retrouve finalement à être exportée d'une manière sans beaucoup de transformation et sans bénéfice à long terme pour le Québec, se trouve être exportée de cette façon-là. Donc, il faut éviter ça. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? À l'IREC, on réfléchit justement sur cette question-là. On a décidé de prendre le taureau par les cornes et de penser comment le Québec pourrait envisager la question de la transition écologique et énergétique de son économie. Et les surplus énergétiques pourraient précisément faire l'objet d'une stratégie de développement qui tirerait avantage du fait que l'énergie en ce moment est abondante. Et une des mesures phares que nous avons proposées à l'IREC, qui a été reprise ensuite par le gouvernement du Parti québécois et Québec solidaire, c'est l'idée d'une électrification massive des transports. Électrification massive des transports, pourquoi? Parce que, primo, ça aurait un effet direct sur le bilan carbone du Québec. On sait que 3/4 de la consommation de pétrole va directement dans le transport de personnes et de marchandises au Québec. Donc, on aurait de façon assez rapide un impact direct sur les gaz à effet de serre. Et d'autre part, nous avons au Québec, sans trop le savoir, développé une filière énergétique propre qui est celle du matériel de transport roulant collectif. On a ici, autour de la filière de l'autobus et du développement de piles électriques, par la force des choses, développé tout un secteur de transport collectif qui est basé sur l'électricité. Et toute une série de petites grappes énergétiques et industrielles qui dépendent ou qui développent justement ce créneau-là. Et nous pensons justement, l'IREC, qu'il y aurait là une mesure qui serait avantageuse sur le plan écologique et avantageuse sur le plan économique que de se lancer dans une corvée transport qui justement mobiliserait les surplus énergétiques pour les utiliser pour les fins du transport. Le projet monorail suspendu qui relierait l'ensemble des régions du Québec, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une mesure qui pourrait justement assez rapidement accélérer ce mouvement-là, puisque une proportion substantielle des gaz à effet de serre de transport dépendent justement du transport interurbain. Alors voilà, dans les questions, dans la discussion, si vous voulez qu'on revienne sur ce que j'ai dit. Voilà, merci.
Merci François de cette tour de force de nous faire un vrai tour de la question d'une échelle plus large au cas concret du Québec et en parlant même du monorail comme exemple concret. Je pense assez éclairant, il nous a mis la table convenablement. Et en t'écoutant, je me demandais, alors, en étant dans une situation de surplus d'énergie au Québec, si l'exploitation des hydrocarbures dans les golfes du Saint-Laurent et Anticosti, c'est une question qui a du sens qui soit posée, surtout en tenant compte de tous les problèmes qui peuvent dériver à niveau environnemental surtout. Et que pour explorer cette question, nous avons avec nous Sylvain Archambault, il est biologiste de formation, il est porte-parole de la coalition Saint-Laurent et je dirais une bonne spécialiste connaisseur de tous les enjeux reliés à cette possible exploitation des hydrocarbures dans les golfe Saint-Laurent. Alors, étant donné qu'il utilise beaucoup de cartes géographiques pour voir les enjeux de cette question, on va utiliser surtout une projection en PowerPoint pour pouvoir saisir par les images plus clairement son exposé. Alors pour les prochaines 20 minutes, c'est à votre tour. Oui, tout d'abord, merci beaucoup au Centre Justice et Foi pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir, c'est toujours un grand plaisir de parler du golfe Saint-Laurent. C'est un milieu que j'adore, qui me fascine. Je suis ici, par exemple, par contre, pour vous parler non pas de ses beautés, mais un peu des menaces qui pèsent sur le golfe depuis quelque temps. Vous garderez dans mon titre, je suis très visuel, donc j'ai besoin de cartes, j'ai besoin de photos, et vous regarderez en haut des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et Anticosti. J'ai mis 4 points d'interrogation. C'est extrêmement hypothétique. Mais à partir de ces réserves hypothétiques, on est en train de vouloir sauver le Québec. Ça serait la planche de salut. Donc, il y a beaucoup de pression pour aller de l'avant. Rapidement, il y a un constat unanime. Québec a besoin de pétrole. On est pétrodépendant, il faut se l'avouer. 40% de nos besoins d'énergie proviennent des hydrocarbures. À chaque jour, c'est 300 000 barils de pétrole qu'on consomme au Québec. J'ai mis une petite photo à droite. Ça, c'est la consommation de 2 jours au Québec. C'est énorme. Et on importe des produits pétroliers pour 14 milliards par année. Donc, cette sortie de capitaux de 14 milliards par année amène beaucoup de gens à dire, ben, si on le produisait au Québec, c'est autant de dollars qu'on pourrait conserver au Québec. Donc, quoi faire? Le problème, c'est, je l'écris clairement, c'est qu'il n'y a aucun gisement de pétrole dans le Golfe et sur Anticosti. Ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est un fait. Il n'y a pas une goutte de pétrole qui a été extraite de Old Harry à date. Il n'y a pas une goutte de pétrole qui a été extraite d'Anticosti à date. Il y a des potentiels hypothétiques, mais on ne peut pas parler de gisement. Un gisement, c'est lorsqu'on a foré un trou et qu'on a extrait du pétrole qu'on peut mesurer. Et là, dans les journaux, dans les médias, les policiers s'en donnent à cœur joie. On assiste à une escalade de chiffres. Bon, c'est 30 milliards de barils, 45 milliards de barils. Old Harry, la compagnie, j'ai fait un survol depuis quelques années. On est parti de 1 milliard de barils. Et là, hier, j'ai entendu l'Institut économique de Montréal parler de 6 milliards de barils. Donc, ce qui veut dire 10 milliards pour l'ensemble du site. Il y a vraiment une démesure. Et ça, c'est extrêmement pernicieux parce que ça fausse le débat et ça incite les gens à pousser pour aller de l'avant. Un exemple très, très simple. Imaginez une rue, puis il y a un camion qui s'en vient à toute allure, et il y a un porte-monnaie au milieu de la rue. Et si je vous dis, il y a peut-être 10 $ dans le porte-monnaie, je ne pense pas que vous allez risquer votre vie. Si je vous dis, il y a peut-être 1 000 $, vous allez y penser. Mais si je vous dis qu'il y a peut-être 1 million dans le porte-monnaie, il y a de bonnes chances que vous allez essayer. Donc, c'est un peu l'image pour dire, on nous fait miroiter des milliards de barils, mais est-ce que ça peut amener les gens à dire, ben, tournons les coins ronds, allons-y, allons de l'avant, ne perdons pas de temps. Ça, c'est très, très dangereux. Avant d'exploiter aussi, ben là, faudrait le trouver. Il faudrait prouver qu'il y a du pétrole, il faut le chercher. Il faut l'explorer. Il faut explorer. Donc, je vais vous aborder 3 sujets. C'est, premièrement, est-ce que c'est possible de se donner un cadre réglementaire qui soit sécuritaire puis qui nous permette d'explorer dans le Golfe et Anticosti? Deuxièmement, si on met en place ce cadre sécuritaire,
quelles pourraient être les répercussions écologiques dans le golfe du Saint-Laurent? Et sachant ces répercussions, est-ce qu'on devrait quand même aller de l'avant, explorer et exploiter? Donc, peut-on envisager de façon sécuritaire l'exploration pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent? Rapidement, vous montrer un petit peu l'état des choses. L'île Anticosti est couverte de permis d'exploration pétrolière, tout comme la Gaspésie. Au niveau du golfe, du milieu marin, c'est surtout sur le milieu marin que je vais insister. C'est un milieu qui est très, très peu connu. Le Québec a une dizaine de permis pétroliers qui sont émis dans le golfe, qui sont suspendus pour l'instant parce qu'on est sous moratoire au Québec. Et Terre-Neuve a des permis d'exploration. Donc, le projet Old Harry et les projets Anticosti, Corridor, Petrolia, Junex. Ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que dans le golfe du Saint-Laurent, c'est différent. Anticosti, les ressources sont propriété du Québec. Le sol est en territoire québécois. Mais le golfe Saint-Laurent, tout le secteur que vous voyez coloré, assuré, c'est de propriété fédérale. Ça a été démontré par un jugement de la Cour suprême en 1984 parce que Terre-Neuve contestait ça, voulait s'approprier des ressources dans sa partie du golfe. Donc la Cour suprême a démontré que non, c'est fédéral. Bon, on peut contester, mais on est pris avec ce fait. Donc chaque province qui veut aller de l'avant dans le Golfe doit avoir une entente avec le fédéral et doit fonctionner de façon conjointe fédérale-provinciale. Présentement, Terre-Neuve a une entente avec le fédéral, la Nouvelle-Écosse aussi. Québec a une entente, mais toujours pas mise en application. Le Nouveau-Brunswick aimerait en avoir une et l'île du Prince-Édouard n'en a pas pour l'instant. Il ne cherche pas à en avoir. Et tout ça pour dire que les mesures réglementaires qu'on pourrait mettre de l'avant dans le Golfe, on a beau au Québec dire on va avoir les meilleures pratiques au monde, on est pris, on va devoir fonctionner de façon conjointe, 50% fédérale, 50% provinciale, et avec ces normes qui ont été revues à la baisse beaucoup des dernières années et qui s'appliquent à l'ensemble du Golfe. Donc, c'est un petit peu là, un gros problème qu'on a. Rapidement, quelques impacts. Au tout début, on fait des levées sismiques, navires qui sillonnent le Golfe, des sons extrêmement puissants qui sont émis, qui vont capter l'écho des formations géologiques sous-marines. Ça, c'est une mesure qu'on est obligé de passer par là. Et ces ondes-là ont des impacts sur la faune marine, sur les mammifères marins qui dépendent de leur audition pour se nourrir, s'orienter, et aussi sur les poissons, les mollusques. Il y a beaucoup de conflits avec les pêcheurs aussi. J'entrerai pas dans les détails, mais à Terre-Neuve, au Nunavut, les Inuits, il y a très souvent des conflits avec les compagnies qui viennent faire des sismiques pendant les saisons de pêche. On dit souvent, on va explorer, c'est seulement de l'exploration. On veut juste aller voir. On entend ça très, très, très souvent. Je vous montre ici l'exemple de, bon, évidemment, le catastrophe du Golfe du Mexique, c'était un forage d'exploration. Le deuxième de l'histoire, le plus important de l'histoire, c'est Ixtoc 1, encore une fois dans le Golfe du Mexique. C'était aussi un forage exploratoire. On voulait aller voir. Et là, c'est une citation de M. Ross, qui est un des spécialistes de l'industrie pétrolière, qui dit, je traduis librement, le premier forage exploratoire sur une structure géologique, c'est le moment le plus dangereux de tout le cycle pétrolier. C'est à ce moment-là qu'un blowout majeur a plus de chances de survenir. Pourquoi? C'est qu'on creuse, on fort vers des zones inconnues. On ne connaît pas les pressions souterraines. On ne sait pas s'il y a des poches de gaz inconnues qui peuvent remonter à la surface. Donc, c'est à cette époque, à cette période-là, c'est le point le plus dangereux. Souvent, au niveau des cadres réglementaires, on va dire, il y a le modèle norvégien, on parle beaucoup du modèle norvégien. Oui, c'est peut-être un succès au niveau financier, mais au niveau environnemental, au niveau des pratiques, c'est pas une panacée. Ils ont des problèmes comme partout ailleurs dans le monde. Une enquête très, très récente du Petroleum Safety Authority of Norway, ils ont inventorié 406 puits offshore en Norvège. 18% avaient des problèmes d'intégrité structurelle, des fuites. Ils ont été obligés de fermer 7% des puits pour réparation. C'était trop grave. Ils ont connu leur lot de déversements majeurs. Le plus important, Stratford a 3196 tonnes, Draugen 630, 286 tonnes non. À partir de 300 tonnes, on parle de déversements majeurs. Ils ont des déversements qu'on appelle de routine
routine, c'est-à-dire que par règlement, on autorise des rejets de pétrole en mer avec l'eau de production, c'est assez complexe, mais on autorise une certaine quantité d'être rejetée en mer. L'ensemble en Norvège, c'est 2000 tonnes par année qui est rejeté comme ça en mer de façon tout à fait réglementaire et légale. Ici à Terre-Neuve, c'est une moyenne d'à peu près 4 à 5 tonnes par plateforme qui est rejetée chaque année. Une question extrêmement importante, c'est est-ce qu'on est prêt à faire face à une marée noire dans l'est du Canada, dans le golfe du Saint-Laurent? Un rapport très important du commissaire à l'environnement, développement durable, qui relève du vérificateur général du Canada. Donc, son rapport en février 2013, il avait comme pour mission d'analyser est-ce que les offices de Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada étaient équipés. Sa conclusion, je ne pense pas que le Canada soit capable de faire face à un déversement majeur. Donc, il y a toute une série de recommandations et clairement, on n'est pas équipé à faire face à tout ça. Je pourrais vous donner plein d'exemples où il y a des failles réglementaires dans l'Est du Canada. Je vous en donne une qui est assez simple à comprendre. Il n'y a pas d'observateurs indépendants en mer sur des plateformes. À Terre-Neuve, on est situé à 350 km au large dans l'Atlantique. Donc, s'il y a un déversement, c'est la compagnie pétrolière qui prend le téléphone satellite et qui appelle l'Office de Terre-Neuve. On a eu un exemple flagrant, c'est le 18 décembre cette année. La Hibernia Management and Development Society, c'est la firme qui opère la plateforme d'Hibernia, téléphone à Saint-John et rapporte un déversement de 10 litres. Le 17 janvier 2014, la HMDS affirme s'être trompée. Oh, c'était un déversement de 6 tonnes. L'Office de Terre-Neuve a ouvert une enquête. Quelle est votre façon d'évaluer les déversements, etc. Et en plus, c'est la compagnie elle-même qui, sur place, est chargée de récupérer et de réparer les dégâts. Donc, ça nous montre que est-ce qu'on peut avoir confiance? Il y a un doute vraiment très important. Et ça, c'est une norme qui a beaucoup de pressions qui ont été faites pour exiger des observateurs indépendants. Et à la fois Ottawa et Terre-Neuve refusent carrément tout ça. Quelle est notre capacité pour répondre à un déversement? C'est quoi notre outillage? Qu'est-ce qu'on a? Dans tout l'Est, dans l'Atlantique et le golfe du Saint-Laurent, on est équipé pour récolter 15 000 tonnes de pétrole. 15 000 tonnes, ça te semble beaucoup, mais le déversement du golfe du Mexique, c'était 560 000 tonnes. Donc, c'est quelques ordres de grandeur de plus. Donc, on a beau se donner les meilleurs cadres réglementaires, on n'est même pas équipé pour faire face à un déversement important. Attendez un petit peu. Qui payerait la facture? Présentement, à l'heure où on se parle, le plafond de responsabilité absolue, c'est limité à 30 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'il y a un dégât qui est inférieur à 30 millions, c'est la compagnie qui paye, qu'elle soit responsable ou non. Il y a une tempête, c'est pas grave, vous payez de 30 millions. Mais dès qu'on monte au-delà de 30 millions, il faut aller en cours, il faut prouver que la compagnie a fait une négligence, ce qui peut être extrêmement difficile. Une belle image, c'est que BP est en cours depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on essaie de prouver qu'elle est responsable et on n'arrive toujours pas. BP, de son propre chef, a décidé de rembourser les gens, de mettre de l'argent sur la table, mais on n'a pas encore réussi à prouver la culpabilité. Et je vous signale que le coût total dans le golfe du Mexique, c'est 43 milliards de dollars. Nous, on est à 30 millions. Et il y a des pays comme la Norvège, l'Islande, le Danemark, le Groenland, où ils n'ont pas de plafond de responsabilité financière. C'est-à-dire, une compagnie crée un accident, un dommage, peu importe si vous êtes responsable ou non, vous payez, pas de problème. Le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-22 au mois d'octobre dernier pour hausser la responsabilité à 1 milliard, ce qui est très bien. Mais c'est clairement en deçà l'idéal, à notre sens, serait d'avoir aucun plafond de responsabilité. Si, comme on nous dit, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, bien, montons le plafond au maximum. Au niveau des évaluations environnementales, la loi canadienne d'évaluation environnementale a été radicalement transformée le 6 juillet 2012, là où le fameux Bill C-38, le projet de loi C-38 est devenu effectif. Auparavant, tous les forages exploratoires étaient soumis à des évaluations environnementales fédérales et tous les levées sismiques. Depuis le 6 juillet 2012, c'est seulement le premier forage exploratoire sur un site. Les forages subséquents ne sont plus soumis
à des évaluations environnementales fédérales, ce qui est très grave à notre sens. Et il n'y a plus d'évaluation environnementale pour les leviers sismiques. Donc, on voit qu'il y a une dégradation au niveau des balises environnementales pour encadrer les projets. Supposons qu'on réussit, bon, on entend souvent, on va être les meilleurs au monde, on va avoir les meilleures pratiques au monde, oui, on veut bien y croire, mais quelles pourraient être les répercussions si jamais, même en respectant, et je tiens à le souligner, même en respectant ces normes, vous allez voir que le golfe du Saint-Laurent, c'est un milieu particulier qui amène des risques supplémentaires. Simplement pour vous montrer que les plateformes à Terre-Neuve, dont on entend parler, les gens nous disent souvent, bon, Terre-Neuve exploite du pétrole, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dans le Golfe? Elles sont situées à 350 km au large dans l'Atlantique, à très faible profondeur, 80 mètres. Tandis que le projet Old Harry est au centre du golfe Saint-Laurent et il y a des voisins partout, on est proche d'à peu près tout le monde. Ce que vous voyez ici, c'est on fait des simulations de déversement, des simulations mathématiques en tenant compte des vents, en tenant compte des courants marins, voir qu'est-ce qui arriverait si un déversement important se produisait à Hibernia, par exemple. Et on voit que systématiquement, les nappes de pétrole sont charriées vers le large, vers l'Atlantique. Dans le Golfe, on a fait au moins 3 simulations de déversement pour le site de Old Harry et immanquablement, on a de fortes chances de toucher le sud-ouest de Terre-Neuve, l'île du Cap-Breton et les îles de la Madeleine. Donc, on voit le cercle. Dans le Golfe, peu importe où on se situerait aussi dans le Golfe, on a des chances de toucher quelqu'un. Le Golfe, c'est un milieu fermé. On dit c'est une petite mer semi-fermée. Et les ouvertures vers l'Atlantique, c'est à peine 6% de son périmètre. Ce qu'on peut voir ici, c'est l'ensemble des courants à l'intérieur du Golfe, des courants très, très complexes qui viendraient grandement compliquer la situation. Un exemple, c'est le déversement le naufrage du Irving Whale en 1970. Il y a une nappe de mazout qui a été libérée. Et ce que vous pouvez la voir à gauche. Et en 2 semaines, la nappe s'est rendue aux îles de la Madeleine à cause de ces fameux courants. Donc, c'est une réalité. Très récemment, un déversement le 1er septembre dans la baie de Sept-Îles, on a déversé seulement 5 tonnes. C'est pas beaucoup, 5 tonnes. Mais la baie de Sept-Îles, c'est un milieu fermé. Il y a 300 personnes qui ont participé au nettoyage, des dommages de plus de 20 millions. Les équipements étaient sur place. Il est arrivé une petite tempête, ça a brisé les barrages et le pétrole s'est répandu dans la baie de Sept-Îles. Donc, imaginez dans le Golfe, c'est un milieu autrement plus dangereux que la baie de Sept-Îles. On a fait un inventaire, c'est Transport Canada qui a fait faire une analyse de la vulnérabilité environnementale de toutes les côtes du Canada. Et le golfe du Saint-Laurent a l'honneur d'être l'endroit le plus vulnérable au déversement pétrolier au Canada. Et vous voyez, tout l'est de Terre-Neuve, l'est de la Nouvelle-Écosse, c'est beaucoup moins vulnérable au niveau environnemental. Et cette vulnérabilité, elle inclut aussi les pratiques humaines, la pêche, le tourisme, qui sont très, très importants à l'intérieur du Golfe et qui pourraient écoper. Une carte 10 mars 2014, cette année, le couvert de glace était partout à la grandeur du Golfe Saint-Laurent. Imaginez un déversement pétrolier en hiver. Quand on est en phase de production, on produit 12 mois par année, on n'arrête pas l'hiver. On n'a aucune technique pour faire la récupération de nappes de pétrole sous couvert de glace. Donc ça, c'est vraiment un point majeur. Le golfe Saint-Laurent aussi a une importance socio-économique. Les pêches, c'est 1,5 milliard par année. Tourisme en mer, vraiment le tourisme maritime, 0,8 milliard par année, et un milieu de vie, etc. Mais ce qui est important, c'est l'image de marque. Le moindrement qu'il y a un problème à l'intérieur du Golfe, ça peut impacter, ça peut avoir un effet considérable sur cette image de marque. La côte ouest de la Floride n'a pas écopé au moment du déversement du Golfe du Mexique, mais son tourisme et la pêche a beaucoup écopé pendant 2-3 ans à cause de la mauvaise image. Ça, c'est extrêmement important. Bon, je ne dirais pas dans les chiffres, ça, c'est des chiffres dans le Golfe du Mexique, 8,7 milliards d'impact sur les pêches, tourisme, 23 milliards. On dit souvent, bon, les compagnies vont nous payer. Dans le Golfe du Mexique, seulement 23% des recours légaux sont réglés au 8 novembre 2013. Donc, c'est extrêmement long à régler. Des impacts environnementaux extrêmement importants. Il y a des écosystèmes qui en ont pour des décennies avant de revenir à la normale.
Sachant tout ça, est-ce qu'on devrait aller de l'avant dans le golfe du Saint-Laurent avec l'exploration et éventuellement peut-être de l'exploitation? Il y a des rapports d'évaluation environnementale stratégique très importants qui ont été rendus publics dans les dernières années. AECOM Techsult, une grosse firme d'ingénieurs, qui a produit un premier rapport dans l'estuaire et le nord-ouest du golfe, tout ce qui est à l'ouest d'Anticosti. Conclusion, ce bassin serait peu propice à la tenue d'activités d'exploration et exploitation pétrolière et gazière. Quelques mois plus tard, le gouvernement du Québec adoptait le projet de loi 18 et on interdisait de façon permanente toute activité pétrolière à l'ouest d'Anticosti jusqu'à la frontière de l'Ontario. Donc ça, c'est extrêmement important et ça vient de cette conclusion-là de l'étude environnementale dans l'estuaire et le nord-ouest du golfe. Génivard en a produit une, deuxième à l'intérieur du golfe québécois, la partie québécoise qui est en jaune, le rapport final en septembre dernier. Il y a certains constats, très faible acceptabilité sociale autour du golfe. Et curieusement, plus on se rapproche du golfe, plus la sensibilité devient grande et plus les gens... et ça, c'est pas seulement au Québec, c'est partout, dans toutes les provinces. De graves lacunes au niveau des connaissances biologiques, océanographiques, techniques. Il n'y a pas de cadre légal adéquat. On n'est pas prêt à faire face à un déversement. Et il faudrait considérer le golfe comme un tout. Donc, à l'aide de ces conclusions-là, le gouvernement du Québec devrait lever ou non son moratoire dans le golfe. Mais c'est pour vous montrer que ces gros rapports-là, qui font chacun 700-800 pages, nous disent clairement, oui, on pourrait peut-être aller de l'avant, mais la barre est très haute. Les conditions à respecter sont extrêmement difficiles. Et en conclusion, beaucoup de gens, beaucoup d'organismes autour du golfe demandent soit un moratoire, prendre le temps, les conditions ne sont pas adéquates présentement, ou demander aussi une commission d'examen fédéral, c'est une espèce de supra-enquête qui pourrait être pilotée par le fédéral et par les 5 provinces autour du golfe. Je vous donne quelques exemples. 78% des résidents des Îles-de-la-Madeleine, selon un sondage de la municipalité, des dizaines de scientifiques, Premières Nations, etc. Et dans les autres provinces, le comité permanent parlementaire, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve a maintenant un moratoire sur la fracturation sous les eaux du golfe, coalition de Premières Nations, etc. Et je termine avec cette recommandation de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec qui demande un dialogue interprovincial. Dans le golfe, on est des colocataires dans le golfe du Saint-Laurent. La recommandation, elle est répétée à plusieurs reprises dans le rapport, c'est que puisque le Québec exerce une gestion partagée sur le golfe du Saint-Laurent, il faudrait que le Québec entreprennent sans délai des discussions avec les autres provinces riveraines et le gouvernement fédéral afin de mettre en place un cadre coordonné d'évaluation environnementale, de consultation et, le cas échéant, de développement des ressources qui pourraient s'y trouver. Ça, c'est extrêmement important. Le golfe, on aime bien se dire que, bon, c'est chez nous, mais c'est aussi chez beaucoup d'autres provinces et il y a beaucoup de gens qui partagent ce golfe-là. Les pêcheurs de l'île du Prince-Édouard viennent pêcher au Québec. Les pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine vont pêcher dans les eaux terre-neuviennes. Le golfe, les frontières qu'on y a mises, c'est des frontières humaines et les écosystèmes ne suivent pas tellement, n'ont pas tendance à suivre ces frontières-là. Donc, tout impact qu'il pourrait y avoir dans le golfe risque de toucher à peu près tout le monde. Il faut vraiment avoir ça en tête et il faudrait que collectivement, les 5 provinces disent, d'accord, nous sommes prêts à aller de l'avant, sachant ces risques-là, mais c'est la seule condition à notre sens. Donc, je vous laisse avec cette image. Nous sommes tous voisins dans le golfe. Tous pouvons être touchés. Merci beaucoup, M. Archambault, de cette cour accélérée sur l'impérateur des hydrocarbures qui n'existe pas, semble-t-il, ou pas d'une façon claire, mais auquel plein de monde s'y attache. En vous écoutant, j'avais l'idée, je pense que je l'ai proposé à mes collègues du Centre de justice et foi d'organiser une rencontre de vous avec tous les leaders politiques et économiques qui ont signé ce manifeste à la hâte pour l'exploitation des ressources pétrolières dans le Golfe pour qu'ils puissent vous écouter, parce que je pense honnêtement que la plupart n'en connaissent rien de tout ce que vous avez exposé. Il serait bon que... Mais je ne sais pas si on réussira à les mettre ensemble pour vous écouter, mais ce ne serait pas une mauvaise idée. Alors, pour clore cette première partie, nous allons maintenant avoir l'intervention de Patricia Clermont, qui est conseillère en politique publique au Centre d'écologie urbaine de Montréal.
sur la question de l'efficacité énergétique qui peut être traitée dans différents points de vue, mais qui nous semble, surtout en contexte nord-américain, pas seulement, mais en contexte nord-américain dont le Québec fait partie, qui a une grande relation avec tout ce qui est les politiques d'aménagement du territoire, d'occupation du territoire, et je dirais en quelque part beaucoup cette image de l'étalement urbain sur le territoire qui devient une source de consommation énergétique accrue par une mauvaise gestion de comment on habite et comment on est présent dans cet espace. Alors les prochaines 20 minutes sont à vous. Alors, bonsoir, j'espère que c'est correct. Je suis très contente aussi d'être ici. Et moi aussi, je salue cette activité-là qui permet qu'au-delà des articles que Le Devoir a fait avec ce rapport-là pour qu'il existe, des activités comme ça permet de le faire exister dans l'espace public pour qu'il puisse exister, en fait, pour les années à venir, parce que je pense que c'est un grand terrain à explorer tous ensemble et à discuter. Alors, au Centre d'écologie urbaine de Montréal, on a été fondé en 1996 et on œuvre avec et auprès des citoyens, des municipalités, des arrondissements et des institutions sur des projets d'aménagement favorisant les transports actifs et collectifs, comme les quartiers verts, et les projets de verdissement et d'agriculture urbaine. Je m'excuse, j'ai un petit virus qui m'a attaqué. Les élections. Pardon. Les élections. Ça doit. Alors, souvent, quand il y a question d'efficacité énergétique, on pense d'emblée au domaine de la construction de bâtiments et d'infrastructures, et le rapport en fait étant en grande partie. Mais il y a eu aussi beaucoup d'intervenants qui ont parlé aussi de la question des transports, et nous, on a insisté justement sur le fait qu'une stratégie d'efficacité énergétique porteuse doit s'appuyer sur une approche intégrée de l'aménagement du territoire et des réseaux de transport, et sur le développement d'une mobilité durable qui mise sur les transports actifs et les transports collectifs, ce qui peut mener à des économies importantes et des mesures des plus efficaces sur le plan énergétique. D'ailleurs, j'écoutais tout à l'heure François, c'est ça? Justement, quand tu parlais de chantage d'Alcoa, moi, j'étais quand même, puis moi et d'autres, évidemment, si on est assez catastrophé de voir le gouvernement enlever, puis maintenant négocier avec la STM à propos de ce fameux tarif L-là, alors qu'il faudrait vraiment le conserver pour vraiment indiquer que cette question des transports collectifs qu'on cherche à prioriser, c'est vraiment sérieux. C'est la même chose sur l'électrification des transports. Certes, c'est important, mais nous, on est de ceux qui pensons que sur les transports collectifs, ça devrait être appliqué du moins significativement et même prioritairement. Car nos politiques et pratiques actuelles d'aménagement du territoire et de planification des transports contribuent à l'augmentation du parc automobile et des volumes de kilomètres parcourus. Il est temps de changer de cap, car nous n'avons tout simplement pas les ressources énergétiques, financières ou d'espace pour poursuivre dans la même direction et pour gérer les coûts de notre système actuel. Mais qu'est-ce que c'est qu'une approche intégrée de l'aménagement et des transports? Ça va de pair avec le fait qu'une mobilité durable passe par une réduction de l'utilisation de l'auto en solo et par la réduction des infrastructures dédiées à cette dernière. Ça va aussi de pair avec une réduction du nombre de véhicules kilomètres parcourus, mais aussi une perspective de densification des milieux de vie. Déjà, on avait présenté un mémoire dans le cadre de la consultation sur la politique de mobilité durable de 2013, au printemps dernier, qui a mené à la stratégie nationale de mobilité durable que le gouvernement du Québec a récemment présentée. Dans ce mémoire, on avait salué et souscrit au fait que la documentation de consultation proposait comme orientation l'intégration des transports et de l'aménagement du territoire. Une telle planification intégrée et durable du territoire et des transports permet de viser 3 objectifs, essentiellement, à notre avis, c'est de réduire l'étalement urbain, de cesser l'expansion des périmètres d'urbanisation et de consolider les milieux déjà bâtis, en commençant par les centres urbains, en concentrant la croissance, en densifiant les milieux résidentiels, en consolidant les pôles économiques et en créant des milieux de vie
complet et de qualité. Dans notre mémoire sur les enjeux énergétiques, nous avons fait 3 recommandations qui vont dans le même sens et qui sont en faveur d'une approche intégrée de l'aménagement et des transports. Puis on était très heureux de voir que dans le rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques, mais aussi dans la stratégie, il semble y avoir il y a une affirmation maintenant désormais claire que cette approche-là est essentielle pour qu'on puisse évoluer vers une mobilité et un aménagement plus durable. Donc, la première recommandation qu'on a faite, ça insiste sur l'importance de faire en sorte que soient incluses dès la conception de tout nouveau projet des voies réservées, des pistes cyclables ou d'autres infrastructures dédiées au transport collectif et au transport actif, afin de vraiment favoriser un transfert modal de l'auto-solo vers eux. Donc, autrement dit, il faut que la localisation des développements immobiliers, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, que ce soit des hôpitaux, des écoles, ce soit d'emblée pensé en fonction de la facilité d'accès par transport actif et collectif et non pas après, parce que quand on fait ça après, on trouve toujours que c'est trop cher, que ça ajoute au coût qu'on envisage. Donc, il s'agit de penser dès la conception de ces projets aux objectifs suivants, par exemple, il faut vraiment avoir en tête de réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est aussi ça veut dire de réduire la consommation de carburant et de réaliser par le fait même des économies importantes. Rappelons que de l'aveu même de la SAQ, posséder un véhicule, ça coûte à peu près 9 000 $ par année. Il s'agit aussi de réduire la congestion routière parce que cette congestion-là, quand on la regarde de manière la plus lucide, c'est qu'elle est faite pleine de vide parce qu'une personne dans une auto, ça prend énormément d'espace sur la route. Et c'est la même chose pour le transport des marchandises juste à temps. Il s'agit aussi de réduire les distances et les temps de parcours. Favoriser un transfert modal de l'auto-solo vers les transports actifs et les TC, ça veut dire de baisser les incitatifs à l'utilisation de cet auto-solo. Donc, ça veut dire de baisser le nombre de places de stationnement, de baisser aussi les remboursements des coûts de stationnement pour transférer ces incitatifs-là vers les transports collectifs et actifs. Donc, par exemple, rembourser des cartes opus mensuelles ou d'autres types de transport, organiser concrètement, comme le font déjà plusieurs institutions, des services d'autopartage, d'installer du stationnement et des douches pour les cyclistes. On sait que quand ces infrastructures-là sont là, les gens se sentent d'autant plus motivés à utiliser leur vélo ou envisager de le faire. Et enfin, c'est aussi de considérer le verdissement dans cette façon de concevoir-là, parce que ça aussi, ça va nous inciter à marcher, à faire du vélo. Et évidemment, ça peut seulement contribuer à améliorer la qualité de l'air et à réduire les îlots de chaleur. La seconde recommandation qu'on a faite souligne qu'il s'agit de mettre la connectivité au cœur de la planification et de l'amélioration des infrastructures de transport collectif et actif afin de favoriser leur combinaison et de diminuer les temps de parcours pour les rendre avantageux en comparaison des parcours en auto-solo. La connectivité des modes de transport actifs et collectifs et des réseaux de rues les soutenant, ce que ça fait, c'est que ça permet la réduction des temps d'attente lors des connexions en transport en collectif. Je soulignerai simplement que ce soir, j'ai été obligée de venir en auto parce que c'est juste trop long de retourner chez moi ce soir dans Hochelaga-Maisonneuve, alors que c'est absolument dans la même ville, mais ça prendrait la durée de 7 heures de conférence. Ce que ça permet aussi, c'est des déplacements multimodaux et de raccourcir les trajets en transport actif. Les déplacements en multimodaux, c'est que je vous parle de mon utilisation de mon auto en solo en plus ce soir, mais dans le quotidien, mon conjoint et moi, on a développé une façon de faire qui fait qu'on prend l'auto pour amener les enfants à l'école, à la garderie, mais il y a un rack à vélo. On laisse l'auto là, l'autre vient le chercher, mais moi, je vais au centre-ville en transport en commun, lui, il va en transport actif. C'est quelque chose que c'est sûr qu'au début, même des amis proches nous voient un petit peu comme des extraterrestres, des gens très, très, très écolos. Mais finalement, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens puis qui devient très facile parce que notamment, ça réduit le stress, ça permet de pas être stressé justement en contribuant en plus à ce problème de congestion.
D'autre part aussi, c'est une question la question du temps de transport, c'est une question d'équité sociale aussi. Parce que, par exemple, à Hochelaga-Maisonneuve, j'avais une voisine qui devait aller faire des traitements à l'hôpital Maisonneuve. Donc, cette personne-là qui était sur l'assistance sociale est obligée de dédier une partie importante de son budget pour un taxi parce que se rendre à l'hôpital en transport collectif, ça prenait 1h15. Donc, c'était probablement plus long que son rendez-vous avec le médecin. Mais, par exemple, le temps de transport, c'est aussi de concevoir des façons d'organiser les voies publiques. Donc, par exemple, dans d'autres villes, il y a des vélos-rues, par exemple, des rues qui sont dédiées à ce que le vélo soit un moyen de transport plus efficace. Et il s'agit aussi de partager la rue pour qu'elle soit plus évitante à marcher. Pas seulement pour le vélo, mais ça veut dire aussi, dans tous les cas, qu'il y ait des intersections sécurisées puis un aménagement attrayant. Il s'agit donc de défaire la hiérarchie actuelle qui met toujours l'auto devant les transports en commun, le vélo et la marche pour un meilleur partage de la rue et préférablement en mettant les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons, au centre de cette hiérarchie-là. Puis, inutile de mentionner, en fait, c'est toujours utile de mentionner que tout ça, ça favorise aussi l'activité physique. La troisième et dernière recommandation qu'on a faite en ce qui a trait à une approche intégrée de l'aménagement et du transport, c'est d'avancer aussi l'opportunité de mettre la densité à échelle humaine et la mixité des fonctions au cœur des façons d'aménager les villes, les quartiers et les réseaux de transport afin de réduire toujours les distances et les temps de parcours quotidiens lors des déplacements pour le travail, les études et les courses. La densité à échelle humaine et la mixité, en fait, ça désigne des façons d'aménager les villes pour qu'elles concentrent davantage de fonctions, de services et de commerces, tout en étant vivables, saines, dynamiques, attrayantes et sécuritaires. Et par le fait même aussi, ça permet de mettre souvent des caractéristiques culturelles et historiques qui contribuent aussi à augmenter le sentiment d'appartenance des citoyens. Ça va aussi de pair avec la notion de quartier complet, justement, donc des quartiers où l'on peut vivre la majorité du temps le plus possible. Donc, ça implique aussi du développement économique local avec des emplois locaux. Cette mixité de services, de commerce et de fonctions, ça permet justement de favoriser le dynamisme local, mais ça favorise aussi la mixité sociale. Et ça va de pair aussi avec une architecture en lien avec la rue, c'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise, c'est une trame de bâti de 5 étages maximum pour maintenir le contact avec la rue. Et j'ai remarqué aussi dans le rapport que plus loin que ça aussi, dans la perspective aussi de penser l'aménagement local des quartiers puis leur optimisation, c'était de penser aussi peut-être notre façon de vivre avec on parle souvent de conciliation travail-famille, mais il y a aussi des façons de travailler à distance qui sont certainement à mettre de l'avant, notamment avec les nouvelles technologies de communication. Donc, considérant l'importance que joue le transport dans l'équation énergétique du Québec, une politique énergétique durable doit privilégier les transports collectifs et actifs comme solution première au déplacement, tout en s'assurant que l'aménagement des villes et des quartiers permet de réaliser cette priorité-là vraiment. Cette transformation peut réussir seulement si nous appliquons ces solutions ou des solutions du genre bien connues et abordables de façon systématique. C'est à ce prix que le Québec pourra ainsi se doter d'un avenir viable. Et l'énergie qu'on économise de ce fait, ça génère aussi des produits économiques, sociaux et environnementaux. Il s'agit donc de faire preuve de courage et de cohérence dans les choix de mobilité, de développement des villes et de l'utilisation des ressources énergétiques dont nous sommes les dépositaires. Merci. Merci Patricia, vous n'avez pas laissé le temps de vous montrer aucun papier, alors je vous m'empêchez de faire ma job quand même. Non, merci de cette condensation de toute une révolution d'une façon de vivre. C'est plus que des mesures précises, même si vous les avez nommées. C'est toute une repensée de la façon d'être dans le territoire, de construire l'espace sur ce territoire,
qui est clair que va à l'encontre de ce qui est considéré comme souhaitable ou normal ou habituel dans cet étalement urbain et cette spécialisation à outrance du territoire qui va contre la mixité sociale, qui en fait un usage, je dirais, très peu rentable à niveau énergétique et à niveau environnemental, mais que je pense que, bon, petit à petit, il y a des éléments qui s'insèrent et qu'à un moment donné, j'espère que sera la norme, comme vous l'avez dit, dans la construction de nouveaux développements, introduire déjà des éléments structurels qui n'obligent pas à faire les changements a posteriori, qui sont beaucoup plus chers et parfois non viables, non, par la structure même des choses.